Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance qui sera dédiée à la reconnaissance de l'environnement. Nous allons commencer avec Joran qui va parler de la prise de décision et de la reconnaissance de l'environnement par les robots. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ce matin, je vais vous parler de la reconnaissance de l'environnement pour les robots agricoles, comment ils peuvent faire de la prise de décision. Je vais vous parler donc d'une part d'expérience et puis d'un point de vue un peu général. Je vais vous donner les résultats d'un certain nombre de projets européens sur lesquels nous travaillons, des expériences aussi du projet Scorpion et du projet Galirumi. Je présente bien sûr mes propres expériences, mais aussi celles de mes co-auteurs. Je remercie Trim, Marlis et Maskoumi, qui d'ailleurs seront conférenciers un petit peu plus tard dans cette séance. Me voici en action. J'ai rédigé ma thèse de doctorat en 2004. Donc ça fait quand même 20 ans, 20 ans que je travaille dans ce domaine sur ce qui est donc la détection en plein champ. C'est donc l'élimination des adventices et des mauvaises herbes qui sont mes sujets de prédilection. Et je vais vous montrer donc comment on peut faire cette détection avec des robots. Il faut faire la distinction entre l'intervention des robots dans des environnements contrôlés et en plein champ. Il y a donc des différences, mais aussi des similitudes. On a différents paradigmes, différents paramètres dont on doit tenir compte pour essayer de partager les expériences et voir comment on peut avoir une interaction entre robots et humains. Donc il faut apprendre au robot comment se comporter, mais aussi à l'humain, comment l'humain doit se comporter au contact des robots. C'est ce que l'on fait dans le cadre de notre recherche. On regarde ce que font les humains et sur la base de cela, on essaie d'enseigner le comportement humain aux robots. Ça aide à la prise de décision. Ça permet aussi de tenir compte de l'environnement. On tient compte des différents capteurs, des différentes données que ces capteurs nous apportent. On en fait une fusion et là encore, cela sert à entraîner ces robots, à les aider à prendre des décisions. Vous savez qu'on travaille sur un projet de ramassage des poivrons en serre. Et c'est un exemple dans le cadre duquel nous avons d'abord observé les humains, voir comment les humains pouvaient faire la récolte de ce fruit. Nous avons commencé donc dans un environnement contrôlé et ensuite on est passé en plein champ pour continuer notre recherche. Donc comment on passe d'un environnement contrôlé à un environnement avec davantage de facteurs. Ici, il s'agit d'un robot de coupe dans des verger. Vous pouvez voir ici que, vous savez qu'il nous manquons de main-d'œuvre, c'est le cas un peu partout en Europe. Et c'est vrai que ce robot doit être formé sur la base d'une observation précise du comportement humain. Il faut vraiment enseigner au robot comment travailler. Donc, comment on approche le bras robotisé de la pomme et comment on fait ce mouvement de rotation pour cueillir le fruit. Et ensuite, pour ce qui est de l'élagage, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut comprendre la structure de l'arbre et savoir donc quelle va être la partie qui doit être élaguée en fonction de la structure. Et bien sûr, cette structure arboricole, elle va être différente suivant qu'on est en présence de vignes ou en présence d'un pommier. Un thème complètement différent. Donc, quand on est en plein champ, la robotique de plein champ, on voit que là encore, on a plusieurs plateformes robotiques qui font complètement abstraction d'une présence humaine. Alors, il y a cependant un certain nombre de zones entre les tracteurs avec agriculteurs et les plateformes. Et donc, entre cette option complètement robotisée et la présence humaine, il y a un certain nombre d'intermédiaires. Et nous faisons de la recherche parce que c'est très difficile de passer d'un fonctionnement avec humain à un fonctionnement 100% autonome. Il faut changer un certain nombre de matériel. Il faut aussi voir dans l'intervalle comment on peut mettre en œuvre avec peut-être une supervision humaine avant
avant de passer à l'autonomie. Et la machinerie aujourd'hui est de plus en plus modulaire et permet de plus en plus le passage du fonctionnement avec humain, puis supervisé et enfin autonome, notamment avec des tracteurs autonomes. Et je vous en parlerai un petit peu plus un peu plus tard dans ma présentation. Ici, ce projet européen qui s'appelle ROPS for Crops, c'est un projet de l'Union européenne qui est qui a commencé il y a 3 ans. Et 2024, c'est l'année de conclusion du projet pilote. Dans ce projet, nous avons étudié 3 technologies, 3 types de véhicules. D'abord, il y avait une partie sur les véhicules autonomes, donc que ce soit donc des robots ou que ce soit des tracteurs avec du rétrofit, donc du rétroéquipement. Ensuite, c'était l'outillage intelligent et outillage intelligent pouvant être mis en œuvre sans présence humaine, avec ensuite recueil de données et apprentissage au fil de l'eau, avec par exemple de la vaporisation, du sulfatage et du désherbage dans des vergers. Et puis ensuite, la troisième partie de ce projet, c'est sur le contrôle de l'exploitation agricole, faire la gestion, pouvoir anticiper combien de temps va prendre telle ou telle tâche, quels vont être les itinéraires culturaux par exemple. Et ceci finalement rebondit sur ce qui a été dit ce matin. On tient compte aussi des contraintes environnementales, des contraintes agricoles, agro-agricoles, voir comment on peut améliorer les capacités, tenir compte des contraintes des intrants, tenir compte aussi des conditions météorologiques et savoir donc jusqu'à quelle limite de la parcelle on peut aller pour faire telle ou telle tâche. Donc on a des contraintes techniques, bien évidemment, mais il y a aussi des contraintes non techniques, ainsi que si on veut introduire des robots, ainsi que 50% des défis sont non techniques. Et donc, dans ce projet pilote, on a essayé de tenir compte à la fois des aspects techniques et non techniques. Les aspects techniques, je les ai déjà mentionnés. À droite, ce sont les défis non techniques. Alors, c'est quoi? C'est les décideurs, c'est les banques, c'est les assurances, c'est les conseillers à l'exploitation. Et puis, c'est même la société, l'évolution sociétale. Il faut que l'ensemble de ces acteurs soient au même niveau, soient alignés pour qu'on comprenne bien pourquoi on a besoin de robotique dans nos nouveaux systèmes et voir comment on peut aider les agriculteurs à réduire leurs émissions. Et on a besoin d'être ensemble et ces pilotes à grande échelle européens visent justement à tenir compte de ces différents aspects. Nous avions 4, et nous avons toujours d'ailleurs 4 sites avec 4 types de cultures. Un projet pilote aux Pays-Bas, un en France, c'était du désherbage dans des vignobles, un autre en Espagne et un dernier en Grèce avec épandage de produits. Voici les produits que nous avons utilisés. En France, nous avons utilisé le désherbage mécanique dans les vignobles. Ensuite, nous avons utilisé ce matériel des Wageningen. Nous avons mis en œuvre des capteurs sur les dispositifs de désherbage pour aider les fabricants et pour avoir ensuite un recueil de données, avoir un signal qui fasse un va-et-vient de manière à s'assurer que la tâche est bien réalisée, s'assurer aussi qu'il n'y avait pas de blocage ou de bourrage du rouleau pour à terme pouvoir élaborer un outil qui peut être utilisé en autonomie. À droite, vous avez le projet pilote qui a été mené aux Pays-Bas avec Agroindeli, le partenaire. Il s'agissait ici d'un robot de désherbage avec une caméra qui regarde l'avant pour voir
voir quels sont les plans entrants et une caméra à l'arrière pour vérifier que le plan n'a pas été endommagé par le processus de désherbage. Aussi, s'assurer que la machine puisse fonctionner de manière 100% autonome. Ce que l'on voit de plus en plus, en effet, c'est qu'on met un robot en plein champ, mais on n'a pas forcément les signaux en retour suffisants qui permettent ensuite d'améliorer le processus et de rendre le processus proprement, réellement autonome. Ici, un autre projet pilote en Grèce et en Espagne. Là, on a été confronté à un certain nombre de défis. En Espagne, il y avait donc des réseaux. Pardon, il y avait des filets qui empêchaient la bonne réception des signaux, du lidar notamment. Donc, il a fallu tenir compte de ce filet. On a travaillé avec un cadre modulaire. On a besoin du retour GNSS pour savoir exactement où se trouve le robot dans l'exploitation. Donc, on a fourni un système pseudo-GNSS pour avoir un pseudo-signal permettant de naviguer et d'avoir le retour d'informations vers le cloud, puis vers le contrôleur de l'exploitation. Ensuite, en Grèce, il s'agissait d'un processus de vaporisation de raisins de table. Les principaux défis, c'était de mesurer correctement les conditions de l'exploitation pour ne vaporiser qu'au bon moment et de ne pas mettre de produits phytosanitaires lorsqu'il n'était pas nécessaire. L'idée à terme est de ne pas avoir d'opérateur afin de limiter l'exposition de l'agriculteur ou en tout cas de l'opérateur aux produits chimiques. Un autre élément très important, c'est comment orchestrer l'ensemble de ce système. On a besoin d'un chef d'orchestre. Pour étudier cela, on a créé ce qu'on appelle un jumeau numérique. Un jumeau numérique qui intervient dans des doubles numériques aussi des exploitations. Donc dans ce système 100% in silico, c'est-à-dire tout ça est fait uniquement sur ordinateur, on a essayé de voir quels étaient les champs, quelles étaient les plantes qui devaient être désherbées, qui devaient bénéficier d'un épandage. On a utilisé une approche reposant sur la tâche. On a aussi vu comment orchestrer le travail de différents robots et ou tracteurs, et puis aussi attribuer les tâches. Donc, quelles tâches allaient être attribuées aux exploitants, quelles tâches allaient être attribuées aux robots et aux différents systèmes. On sait qu'il faut tenir compte aussi de la topographie pour éviter les renversements de certains appareils. Donc ça aussi, on en a tenu compte. On a aussi tenu compte de l'installation des différents instruments. Donc c'est ce que l'on fait dans ce jumeau numérique. Donc encore une fois, une interface basée web qui permet de modéliser et de planifier aussi l'exploitation le jour même, le lendemain ou à 48 heures. Dans le domaine de la recherche, nous essayons aussi d'avoir des systèmes en open source. On aide aussi à l'élaboration d'interfaces, donc d'API. Donc on a beaucoup de communication qui est en jeu, évidemment, entre les outils intelligents, les instruments intelligents, le jumeau numérique et ce que l'on renvoie vers le cloud. Donc du recueil d'informations, de la communication entre le robot, le jumeau numérique et l'instrument, et on essaie de mettre en œuvre cela de manière de plus en plus ouverte. Donc on a des parties qui sont très simples pour la gestion des tracteurs. On a des interfaces ROS2 et cela permet bien sûr la localisation, la navigation. On a d'ailleurs un paquet qui est simplifié pour faciliter la navigation. On sait que c'est très difficile de faire communiquer des paquets ROS et ROS2. On a souvent des robots qui sont très simplifiés avec ici une localisation qui repose sur RTK et GNSS. Donc encore une fois, ce paquet dont je vous parle, il est un open source. Ça vous aidera à avoir vos robots en plein champ. Ça
Ça vous permettra d'élaborer des cadres dans le cadre de votre exploitation ou de votre projet de recherche. Il faut aussi savoir que on a un serveur en action qui peut suivre un certain nombre de pratiques, que ce soit les différentes détections des différentes bandes. Et dans les années à venir, nous continuerons à développer, dans le cadre de ce projet Europe for Crops, on continuera de développer cette plateforme ouverte. J'ai ici une petite vidéo. J'espère que les techniciens vont pouvoir la lancer parce que ça va vous permettre de mieux comprendre concrètement par des images. S'il vous plaît, messieurs les techniciens, est-ce que vous pouvez nous montrer l'animation? Donc voilà, ce sont des captures d'écran. Donc ça repose sur Ubuntu. Donc encore une fois, pour avoir quelque chose le plus ouvert possible. Là, c'était des images qui nous viennent du projet pilote des Pays-Bas. Et en fait, ce qu'il faut particulièrement regarder, c'est qu'on a les images qui nous viennent de la caméra à l'avant, mais aussi à l'arrière du dispositif. Donc ainsi, on peut fermer la boucle d'information, c'est-à-dire qu'on a ce qui se passe au moment du désherbage et après le désherbage. Donc ça permet de voir l'utilité et le rendement. En quelques secondes, vous allez voir qu'ensuite, on applique un algorithme d'IA, on fait une simulation et on peut ainsi montrer à l'exploitant comment va se comporter ce système robotisé. On peut aussi montrer quelle sera la stratégie en cas de dysfonctionnement dans le champ. Donc, on peut déjà apprendre et enseigner aussi à l'exploitant comment faire le dépannage si, par exemple, on a le robot qui se bloque pour une raison ou pour une autre. Bien souvent, quand le robot se bloque, et pour l'exploitant, c'est sa première expérience avec un robot, ben, la plupart du temps, ils doivent faire venir quelqu'un qui va venir sur le champ pour débugger ou faire remettre le robot en fonctionnement. Tandis que là, comme on montre déjà de manière proactive quels peuvent être les éventuels incidents, on peut aussi s'en servir pour former l'exploitant et l'aider lui-même à remettre le robot en exploitation. Donc vous voyez ici qu'on a donc les données entrantes de la caméra. Ça permet par exemple de faire un dénombrement. Donc on a un dénombrement avant le passage du robot et après le passage du robot, on redénombre. Et s'il manque des plans, ben c'est probablement qu'il y a un dysfonctionnement du robot qui a confondu les plans avec des mauvaises herbes. Donc c'est quelque chose qui permet d'avoir cette approche parfaitement proactive et de fermer la boucle en quelque sorte des informations. On peut avancer à la diapo suivante. Ensuite, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur le processus à proprement parler, le moment lorsqu'on prend des décisions. On prend les décisions en fonction de ce que l'on a détecté dans l'environnement. Avec des collègues, nous avons essayé d'élaborer une procédure pour tenir compte de l'ensemble des conditions. Dans une exploitation en bande, avec culture en bande, donc c'était aux Pays-Bas. Donc, quand on fait de la culture en bande, vous savez que vous avez une bande où on va avoir des céréales, à côté des pommes de terre, à côté des carottes. C'est un exemple. Donc, ici, on va trouver, par exemple, le robot va être confronté à un obstacle dans la bande contenant des carottes. Donc, il a un obstacle. Il peut choisir d'éviter l'obstacle, mais il peut choisir pour ce faire d'aller soit dans la bande de pommes de terre, soit dans la bande de céréales. Nous avons décidé d'élaborer avec nos collègues une trajectoire lorsqu'il faut éviter un obstacle. Et vous voyez ici dans la diapo ce que nous avons théorisé. Ensuite, on fait ce qu'on appelle du renforcement pour que le robot sache effectivement bien contourner un obstacle suivant la stratégie élaborée pour avoir le moins de dommages en tenant compte encore une fois des conditions agroécologiques. Par exemple, donc s'il y a un nid d'oiseaux qu'on doit l'éviter, eh bien on a une stratégie. On doit aussi tenir compte du coût, par exemple, du nid d'oiseaux et tenir compte dans la stratégie s'il faut effectivement prendre le risque d'endommager les plants de pommes de terre ou de carottes de l'autre côté pour éviter le nid. Donc quand on fait ce renforcement, il s'agit donc
d'entraîner l'algorithme sur la base des expériences passées. En fait, il s'agit d'avoir un espace que l'on va délimiter, que l'on va borner, et en fonction de ces limites, on va prendre des décisions. Et il faut trouver le bon équilibre entre les différents blocs, des blocs qui vont être peut-être de 1 mètre par 1 mètre ou de 10 mètres par 10 mètres. Et en fonction de la taille de ces différents blocs, on va avoir des stratégies différentes d'évitement des obstacles. Je vais terminer encore une fois par cette petite animation. Vous voyez ici cette stratégie d'apprentissage par renforcement. On a une stratégie d'évitement d'un obstacle qui est matérialisée par ce bloc rose. Donc le robot peut choisir d'aller à gauche ou à droite. Là, le robot va choisir la stratégie qui s'accompagne du moindre coût, c'est-à-dire qu'il va passer dans le terrain qui n'est pas en culture. Et c'est un exemple de ce que l'on peut montrer avec les simulations, mais on a aussi la même chose pour un robot Husky. Ce robot donc a été équipé également du même logiciel et donc on peut faire de la simulation aussi bien sur ordinateur qu'en plein champ. Donc j'espère que ma présentation vous a montré les apports que l'on a, les apports du monde numérique qui peut aider les exploitants, qui peut aider les fabricants de robots, mais aussi la recherche. Donc ça peut aider à la prise de décision, comment tenir compte des conditions environnementales, planifier des itinéraires, ceci donc dans les conditions d'exploitation qui sont celles des exploitants. Sur ce, je termine ma présentation et je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Hard. Nous avons le temps de prendre quelques questions. Est-ce que vous avez des questions pour monsieur qui a fait une très belle présentation sur la reconnaissance d'itinéraires, sur le partage des algorithmes aussi? Des questions pour le conférencier? Alors, vous n'en avez pas, moi si. Comment peut-on contribuer à votre initiative, celle que vous avez montrée en open source? Est-ce qu'il y a un lien peut-être qui pourrait faire le lien avec votre base de données ou avec votre hub? Vous voulez dire le portail que je vous ai montré? Oui, oui, tout à fait. Comment on peut faire le lien avec d'autres projets? Oui, déjà, comment il y a éventuellement des projets qui s'imbriquent les uns dans les autres et comment nous pouvons contribuer. Alors oui, bien sûr, vous pouvez contribuer. Mon collègue donc met nos recherches à disposition publiquement. Ça repose sur des bibliothèques ROS 2 qui sont utilisées pour la navigation et la localisation, mais on a une version qui est simplifiée dans l'optique justement d'un partage qui soit utilisable aussi plus facilement pour les étudiants par exemple qui ont un projet de recherche sur la localisation et la navigation. Mais n'hésitez pas bien sûr à participer sur notre portail. Nous avons aussi donc une bibliothèque, un repository dans lequel vous pouvez contribuer. Merci beaucoup. Des questions du public? Bonjour, merci. Une rapide question. Est-ce que vous avez une base de données pour pouvoir faire justement la distinction entre les cultures et les adventices dans GitHub? Alors, dans ce cas, la détection n'était pas disponible, mais si vous m'envoyez un message, je pourrais peut-être répondre plus spécifiquement à votre question, parce que pour GitHub, non, on n'a pas forcément cette base de données, mais il en existe, je sais, donc on pourra en discuter peut-être après la conférence. Une autre question? Merci pour votre présentation, monsieur. Vous avez dit que vous voulez peut-être faire la transition entre l'apprentissage avec renforcement et passer au deep learning. Alors, on sait que le deep learning, ce qui est important, c'est de faire la distinction entre les données supervisées et les données non supervisées. Donc, quelle est votre suggestion? Si vous faites du deep learning non supervisé, pouvez-vous nous donner ensuite des données sur la manière dont vous allez ensuite étiqueter les données, faire le labeling des données?
Alors c'est vrai que c'est une hypothèse, ce serait du deep learning supervisé parce qu'on veut vraiment avoir des enseignements qui reposent sur ce que ferait réellement un exploitant. Donc par exemple, quand on a des obstacles à certains endroits, on veut savoir ce que ferait réellement l'humain. Et donc on veut que ce soit l'humain qui dise à l'algorithme que faire. Donc que ce soit le cadre pour avoir donc des choses qui reproduisent ce qui se passe dans une exploitation avec humain. Donc par exemple, l'humain va décider donc en cas d'obstacle, bon ben on va passer sur la bande qui contient les carottes ou on va passer sur la bande qui contient les pommes de terre. Donc des exemples supervisés qui serviront ensuite de base pour ce deep learning supervisé. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question concernant votre système de localisation du robot et cartographie de l'environnement. Je voulais savoir si vous n'avez pas des boucles qui provoquent des problèmes de localisation et de relocalisation. Parce que dans un champ, l'environnement quand même est très similaire d'un point à un autre. Donc quand on essaie de reboucler la boucle, on peut finalement mettre le robot à un endroit où il n'est pas vraiment et en fait ça vient complètement perturber votre localisation. Alors excellente question, c'est vrai, c'est une partie spécifique de la localisation. Dans le projet pilote en Verger, c'est Eureka en Espagne qui s'occupe de ce point spécifique. Vous pouvez les contacter si vous voulez avoir une réponse un peu moins générale que la mienne. Mais dans la démonstration que nous avons montée, pour l'instant, on n'a pas ce genre de problème. Donc, on initialise la localisation en fonction du RTK GNSS. Et à partir du moment qu'on a la vraie localisation, on fait une reconstruction de la zone. Et ensuite, on actualise avec la position réelle. Et donc, en fait, on fait une fusion des données à partir du moment où on retrouve le positionnement GNSS et on réinitialise à partir du moment où on retrouve le signal GNSS. Merci beaucoup. Je pense que nous en arrivons à la fin du temps qui vous était imparti. Merci beaucoup pour votre conférence, monsieur. Merci, merci à vous. Grand merci. Et nous allons passer au conférencier suivant par Mohamed Khan. Il va nous parler ce matin de la détection des rangées en vignoble. Il va nous parler de détection reposant sur GNSS. On lui donne quelques minutes pour brancher son ordinateur qui est un Mac. Donc j'espère qu'on n'aura pas de problème de compatibilité, mais j'ai confiance, ça va bien se passer. And perfect. So, Mohamed, the floor is yours. Is it out of focus? Sorry? Is it out of focus a little bit, the presentation? It's a little bit blur on the left. Okay. Perfect. Okay, great. It's great to be here. My name is Mohamed Khan. I'm Senior Vice President of Innovation of Work. Je suis vice-président de notre système et en fait le développeur de logiciels va faire cette présentation avec moi conjointement et nous allons en apprendre davantage sur ces systèmes d'optimisation des trajectoires des machines. Pour vous donner le contexte de notre travail, Warjack, donc nous existons depuis 2019. Donc voici. Donc nous avons été fondés en 2019, comme je le disais. Donc c'est une entreprise agricole. Nous avons vraiment débuté aux États-Unis, puis ensuite on est allé au Canada, à l'Australie et maintenant au Brésil. Maintenant nous allons vers l'Europe avec la mission d'avoir une soutenabilité dans l'agriculture. Et pour aider les agriculteurs à mieux planifier leurs opérations avant d'entrer sur le champ. Et ceci, ça apporte le caractère soutenable de nos opérations. Donc, comment est-ce qu'on
continue, comment est-ce qu'on aide les agents, comment est-ce qu'on aide les agriculteurs à prendre les bonnes décisions. Donc en fait, il y a des trous quelquefois, car on ne sait pas comment développer les activités sur l'exploitation agricole en soi. Donc c'est ici que nous pouvons les aider. Donc nous sommes là depuis 2019, comme je disais, avec une expansion au Canada, en Australie et maintenant en Europe. Donc en fait, c'est une plateforme de lancement tout d'abord qui donne donc accès aux applications et c'est en fait une plateforme d'agrégation de données. Et ici, avec ces données, on peut lancer tout type d'application EEM, par exemple, et nous voulons intégrer ceci avec les fabricants également. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et c'est vraiment la colonne vertébrale de notre outil pour l'optimisation des travaux sur le champ. Alors, pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette planification des trajectoires avec donc une approche agroécologique. Donc, toutes les machines aujourd'hui, elles ont des capteurs et elles peuvent prendre des décisions en temps réel avec un impact qui se revoit tout de suite. Avec quand même, mais ça rend les machines extrêmement chères, extrêmement coûteuses, et avec l'intervention d'agents extérieurs. Donc ça doit être exécuté étape par étape. Et je crois fermement que des points clés, c'est que la planification de la machine doit se faire directement sur l'outil, avec des algorithmes, avec évidemment des... En fait, les limites du champ, elles ne vont pas changer de manière drastique. Donc, avant d'exécuter ces opérations autonomes, le niveau de planification peut être généré avant et ensuite la machine peut utiliser ses capteurs en temps réel pour s'ajuster et pour changer les choses. Donc, on peut sortir de la planification de la machine sur le logiciel directement. C'est l'idée ici et c'est représenté par cette solution de comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui. Et donc, ces critères agroécologiques doivent être optimisés pour que les trajectoires soient plus durables dans le temps. Donc, ceci va vous donner une idée de l'exécution de notre travail et de notre logiciel. Commençons avec ces planifications de trajectoires. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment un résumé des limites que nous avons dans le système avec les agriculteurs qui travaillent avec nous, avec notre logiciel. Je vais prendre un exemple d'exploitation. Je vais prendre un champ au Brésil. Nous avons ici un terrain tout à fait irrégulier avec des dévers et vous voyez l'impact des opérations d'agriculture sur ces sols qui sont irréguliers. Est-ce que dans l'audience, il y a des Brésiliens? Ah oui, j'en vois, très bien. Donc pour l'Amérique du Sud, comme vous le savez, et le Pérou également, en fait, au Brésil surtout, vous avez des champs qui sont en terrasse avec différents niveaux. Et les conceptions du champ au Brésil, en fait, ça va vraiment beaucoup plus loin. Et il y a des ingénieurs et des consultants qui travaillent et qui vraiment font les trajectoires des machines, surtout parce que donc il y a le sucre de canne avec les récoltes qui sont difficiles. Donc ça, c'est un bon exemple donc d'aménagement de champs pour voir comment on peut optimiser les trajectoires des machines. En fait, ici, au Brésil, on va décomposer ce champ en plusieurs champs avec un système et ensuite on applique différents systèmes. Nous n'allons pas faire ceci aujourd'hui. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons commencer avec donc comment on fait étape par étape avec l'alignement des... Il y a quatre étapes à suivre. Tout d'abord, l'analyse du terrain
l'alignement des haies. Donc, on ne va pas parler de ceci, je vais y revenir plus tard. Je vais commencer avec la deuxième étape, qui est donc les lignes, les alignements des haies et le nombre de haies. Et ensuite, il y a certaines étapes à suivre. Comment est-ce qu'on aligne ces haies, comment est-ce qu'on les numérote pour arriver à optimiser la trajectoire de la machine. Et ensuite, l'analyse du terrain, et nous allons en parler plus tard. Commençons avec ceci. Que se passe-t-il ici? Vous avez ici donc les spécifications, le cahier des charges des machines. Il faut générer les lignes de la trajectoire et on va générer le nombre d'alignements de haies, de rangées. Comment est-ce qu'on va optimiser ces rangées? Comment est-ce qu'on va utiliser ceci et pour arriver à des objectifs très clairs? Donc, par exemple, le premier critère peut être le temps d'exploitation. Combien de temps est-ce qu'on veut passer sur ce champ? Ça peut être un des premiers critères de sélection. Le critère peut être la réduction du nombre de rangées ou encore de minimiser l'érosion des sols. Nous allons en parler tout à l'heure. Et ou alors, un critère très populaire, c'est de s'aligner au bord du champ, aux limites du champ. Donc, une fois qu'on a segmenté ces limites, on peut proposer la plus grande rangée que donc l'exploitant pourra utiliser. Donc, la plus longue rangée du champ, ici, sur ce plan, ça optimise l'alignement, mais également le temps utilisé. Et vraiment, c'est le temps le plus court que l'on va passer pour travailler ce champ. Et ça, vous avez ensuite le nombre de rangées. C'est le nombre de rangées la plus minime, en fait, pour ce champ. Ensuite, quel que soit le critère que vous utilisiez, il y a un objectif clair qui est constant, c'est de couvrir l'ensemble du champ. Et nous avons vu avant la ligne centrale de la trajectoire. Ici, on voit vraiment toutes les trajectoires de la machine. Et vous voyez, l'objectif est de minimiser les chevauchements, finalement, de travail de rangée. On peut également seulement choisir des rangées efficaces. Si vous le voyez ici, vous avez un petit triangle, une zone plus large avec un petit triangle qui ne va pas être travaillé. Ça, c'est l'agriculteur qui va décider de ne pas utiliser cette partie, de ne pas la travailler. En fait, ce n'est pas grave parce qu'il va éviter les chevauchements à un taux de 90%, mais en laissant de côté 10% de son champ qu'il ne va pas exploiter. Alors, comment est-ce que finalement ces rangées, elles doivent être ensuite divisées en nombres égaux et en nombres qui vont être avec des connecteurs, donc avec des numérotations de ces rangées, et ceci va reposer sur des connecteurs. Et ici, c'est généré par un pulvérisateur. C'est vraiment une machine beaucoup plus large, mais on peut également soutenir des plus ou moins larges degrés d'exploitation de pulvérisation. Ici, ce champ est très simple. Ça semble tout à fait simple. Mais à partir du moment où vous allez apporter des obstacles, vous avez des formes beaucoup plus complexes, alors ça, évidemment, ça complexifie la tâche d'autant. Donc, vous allez voir comment les choses vont pouvoir être surmontées. On peut voir maintenant la question de l'érosion du sol. Si vous regardez le terrain de ce champ, vous pouvez voir que ce n'est pas très bon en termes d'érosion du sol. En fait, le climat et les autres conditions sont bonnes, mais pas l'érosion du sol. Ce que l'on voit ici, vous avez une image verte, donc c'est
la modélisation de l'élévation du champ. Il y a également d'autres sources de haute résolution. Et on peut prendre donc ces rangées et les diviser en plusieurs sections. Donc on peut dire qu'on peut avoir un segment avec un dévers beaucoup plus important. Et lorsque vous regardez, vous voyez que la machine doit monter et descendre des dévers. Et ceci va signifier que nous allons avoir une érosion du sol très importante. Et que peut-on faire? Avec donc la terminologie de l'érosion du sol, on peut proposer donc des systèmes pour minimiser cette érosion du sol. Et au Brésil, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de ces terrains, de ces champs tout à fait irréguliers avec des dévers importants. Donc voici le système de modélisation d'élévation et voici le système qui va minimiser les changements importants de dévers et de perte d'érosion de sol plutôt. Ah là, le champ est très simple et voici un exemple. Ceci va optimiser, minimiser l'érosion du sol. Donc, je vais vous donner plus tard des exemples beaucoup plus parlants. Merci, Mohamed. Je vais vous montrer un champ un petit peu plus complexe et je vais vous demander de réfléchir à ceci. Comment est-ce qu'on va travailler ce champ? Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu ici. Cela dépend de la version et de l'orientation que vous avez souhaité prendre. Donc ici, on va commencer en haut, du haut vers le bas, et on peut également aller en arrière, mais ça n'a pas d'importance. Donc ici, ce qui est important, c'est la route qui va être générée. Et voyez que les choses sont plus complexes dès le départ. Donc on va vers la droite, et ensuite on redescend, et ensuite on retourne en arrière. Donc en fait, il y a des choses intéressantes ici qui se passent, avec également la rotation des feux, des phares. Il y a également un genre de tremplin et ceci va minimiser les obstacles qui vont empêcher un bon travail. Et le système, l'algorithme a décidé qu'on pouvait finalement éviter certains retours en arrière et certains tournants, des demi-tours. Et donc on peut verrouiller les choses et enclencher le demi-tour de manière automatique. Alors c'est un exercice et l'algorithme nous permet de gérer de manière beaucoup plus simple des champs qui sont difficiles lorsqu'on arrive au bout de champ pour faire le demi-tour complet. Et ceci est optimisé pour naviguer naviguer à travers des champs beaucoup plus complexes. Voici un autre exemple. Vous voyez ici à gauche. Tout d'abord, on voit ici donc un schéma plutôt qui serpente. Et ensuite, vous voyez donc le demi-tour complet qui va se faire de manière beaucoup plus optimisée pour naviguer vers le haut et jusqu'au prochain demi-tour. Et vous voyez les différents demi-tours complets en fourrière. Et on peut éviter certains demi-tours. Et donc, nous pouvons également gérer des champs beaucoup plus complexes avec des obstacles dans la gestion. C'est un petit peu un système avec des gruyères et on peut naviguer autour de ces obstacles. On peut les éviter et c'est quelque chose que nous allons faire à l'avenir pour produire une route, une trajectoire beaucoup plus optimisée.
Nous avons également des points de rechargement. Donc, ceci permet d'être plus efficace. Et ça, c'est un exemple pour remplir le réservoir. Et nous voyons ici que si vous n'avez plus de liquide de pulvérisation, par exemple, vous avez ces réservoirs pour remplir à nouveau votre réservoir. Et la largeur est de 28 mètres et la capacité de 4200 litres. Et nous avons simulé ici la navigation avec ce système pour déterminer les points. Dans la réalité, on ne veut pas avoir s'arrêter en plein milieu d'un champ et revenir et naviguer. Donc en fait, on peut mettre ces points de rechargement en bout de champ au niveau du demi-tour. Nous avons également essayé d'immigrer ces capacités dans l'algorithme en soi pour minimiser ces arrêts intempestifs. On peut également appliquer ceci pour des trajectoires incurvées. C'est ce qu'on appelle des limites d'élévation. Très rapidement, ces limites permettent de bien limiter le champ qui est incurvé. Et donc pour éviter les pertes de terre, les pertes en terre également, et l'érosion des sols. Très bien. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour nous? En fait, il s'agit de se connecter avec vous et d'avoir votre feedback. On veut vraiment se connecter avec vous, travailler avec vous, et travailler vraiment en environnement ouvert. L'objectif ici est de travailler main dans la main avec vous et d'être partie de la planification de votre mission et de pouvoir avoir votre feedback. Donc, merci beaucoup. On va être... Également, on est dans les réunions B2B également pour les interactions. Merci beaucoup. Thank you very much. Unfortunately, Merci. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour les questions, mais à l'occasion du déjeuner, nous pourrons échanger davantage et nous vous verrons donc sur ces 3 jours. Donc maintenant, nous allons passer à Jérôme qui va nous faire Joran qui vient de l'université de Rome, Joran Galou. Et donc vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je travaille à l'université de Roma-Tri et je suis professeur. Je travaille avec Martina Lippi et Andrea Alessandro Marino. Ce travail a pu se faire grâce à l'équipe de VT Rover, qui a donc fabriqué ce robot. Donc, nous parlons ici des captages minimum et du travail en rangée dans les vignes. Donc, je vais commencer avec cette introduction très rapide, le contexte de cette étude, comment est-ce que nous avons fait la collecte de données. Ensuite, nous allons parler du cœur de ce travail, qui est donc la détection automatique des rangées, et nous allons parler de la validation de certains des résultats avec finalement les travaux à venir. Pour l'introduction, j'aimerais dire que l'agriculture de précision a vraiment révolutionné le secteur agricole, comme vous le savez, pour la gestion des récoltes et son efficacité. Et ceci sous-tend une agriculture plus durable pour réduire également l'usure des sols. Et ceci gère également
les préoccupations environnementales et alimentaires. Nous allons explorer l'utilisation de ce robot avec des capteurs qui sont d'un excellent rapport pour l'opération dans les vignobles, pour également couper l'herbe et identifier les plantes et les rangées de vignes. Donc cette détection préalable est une étape cruciale pour avoir un système qui est tout à fait efficace. Tout d'abord, dans le contexte de cette étude, nous travaillons à Saint-Émilion, dans les vignobles français, et nous utilisons ce robot qui a une architecture tout à fait particulière. Il est monté sur un système de 4 roues motrices. Et la particularité de ce robot est surtout sur l'axe arrière, l'essieu arrière, et qui est relié à un joint universel. Et ceci nous permet d'avoir un accès qui a été breveté, qui permet une excellente adhérence au sol. Et cet essieu arrière également permet de mieux tourner avec 2 objectifs, aider cette bonne adhérence et aider la direction, et tout en réduisant l'usure des mécanismes. Il n'y a pas de suspension, par exemple, pour que les 4 roues motrices restent au sol. Ça s'adapte au sol, au terrain, et il n'y a pas non plus le mécanisme de direction. Il se fait par différentes rotations des roues. Les capteurs qui sont placés sur le robot sont vraiment essentiellement basés sur ce système. Il est doté de 2 caméras à l'avant, mais nous avons décidé de ne pas les utiliser pour cette étude. Pour la collection des données, le robot va donc couper tout d'abord préalablement l'herbe dans les vignobles, et alors il va évidemment rentrer en collision avec des pieds de vigne. Et c'est là où nous enregistrons un pic dans l'IMU, et c'est également là que nous pouvons mesurer la force du moteur. Et en fait, au niveau de la collision, il y a des collisions parce qu'on veut que l'herbe soit coupée aussi proche possible que le pied de vigne. Et grâce à cette donc le GNSS et l'IMU, nous pouvons ainsi sauvegarder les données au niveau du cloud, car le robot utilise une plateforme basée sur le cloud, et donc nous allons sauvegarder tous les emplacements des collisions. Et nous allons pouvoir ensuite établir une carte où nous allons gérer les données. Nous allons seulement garder les données qui ont une précision de moins de 5 cm. Nous avons ici une superposition des données avec l'image Google du champ, et nous pouvons voir ici plus ou moins les lignes qui ont été dessinées par la collision. Et donc, notre tâche, c'est d'automatiser cette détection des rangées. Et pour ce faire, nous travaillons avec des lignes, avec des points qui émergent de ces sets de données. Et pour chaque ligne dessinée, on peut ainsi dénombrer le nombre de points de ces intersections de lignes, et on peut augmenter tous les points pour s'assurer qu'il y a plus de points qui sont traversés par la ligne. Et donc on recherche en fait les lignes les plus efficaces avec le plus d'intersections, et une fois que nous ferons ces lignes, on peut alors réaliser cette équation. Et ces premières rangées, on peut les voir. Et encore une fois, voir le nombre de points qui sont traversés par ces lignes pour avoir l'espacement les rangées les plus efficaces, pour avoir l'aménagement, en fait, la manière dont le vignoble est organisé. Et ceci nous donne une bonne idée de la structure du vignoble. Pour valider cette approche et s'assurer que les rangées que nous avons calculées sont les bonnes rangées, nous allons évidemment sur le terrain
et nous enregistrons la position des rangées et nous les comparons avec les mesures que nous avons mesurées et qui ont été calculées par l'algorithme. Donc, on a 74,95 degrés et 74,74. Donc, en fait, c'est très proche. L'algorithme calcule de manière très proche. Vous voyez, les lignes bleues sont celles mesurées. Les rouges sont celles qui ont été calculées par notre algorithme. Nous voyons également au niveau horizontal, il y a une différence horizontale de 7 cm qui augmente selon la distance. En fait, notre conclusion, c'est que pour réduire cet écart qui augmente sur la distance, il vaut mieux finalement refaire partir l'algorithme toutes les 10 rangées pour éviter cette augmentation de cet écart. Donc, pour nos travaux futurs, nous travaillons sur l'analyse kinématique et la modélisation de l'architecture du robot avec un système prédictif qui va naviguer dans les rangées de vignobles. Donc, le robot va travailler autour des pieds de vigne et va détecter les pieds grâce aux caméras pour détecter également les mauvaises herbes. Une fois qu'il détecte ces mauvaises herbes, le système, donc le Model Predictive Control, le MPC, le modèle de contrôle prédictif qui est conçu pour naviguer dans les vignobles et dans les avec des grosses mauvaises herbes et les hautes herbes. Et grâce à cette coordination, on peut travailler en coordination pour justement avoir une couverture beaucoup plus large. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Merci. Jourand. Alors, nous avons une ou deux questions rapides. Qui veut répondre à Joanne? Oui, merci pour votre présentation. Très important, très intéressant. La première fois que le robot entre en collision avec le pied de vigne, comment est-ce que ça marche? Le robot navigue de manière autonome et il ne voit pas les obstacles. En fait, on veut passer très très proche des pieds de vigne. En fait, c'est normal qu'il y ait des collisions. On ne peut pas les éviter. En fait, ça fait partie du système. Le robot doit entrer en collision. Lorsqu'il est très proche du pied de vigne, lorsqu'il le touche, alors il manœuvre et il ressort. Donc, il repart en arrière. Mais nous voulons passer au plus près car la conception du robot est faite de manière à ne pas du tout endommager les pieds, mais à couper les adventices au plus proche du pied de vigne. Une autre question? Oui, j'aimerais savoir quelles sont les implications pratiques pour les rangées. En fait, on pourrait le faire beaucoup plus facile avec une imagerie satellite, par exemple. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ceci en plus? Pourquoi est-ce que je dois faire la détection des rangées? Pour avoir une navigation optimisée, tout simplement. Aujourd'hui, la navigation à travers les rangées, elle n'est pas du tout pratique, elle ne se fait pas de manière aisée. Et donc, grâce à ceci, on va pouvoir mieux gérer grâce au MPC, au système de contrôle de navigation. Et donc, on doit avoir cette détection des rangées pour pouvoir, dans les vignobles, naviguer de manière beaucoup plus aisée, de manière beaucoup plus coordonnée avec le GNSS. Et donc, le robot pourra naviguer de manière beaucoup plus efficace. Mais pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas une imagerie satellite qui va mieux détecter? En fait, sur ce set de données, je préfère faire une détection sur le champ parce que
Ça pourrait marcher l'imagerie satellite, mais il y a toujours un écart. Donc si vous voulez utiliser par exemple Google Maps et ces images, il y a une différence, il y a un écart. Et nous voulons être au plus près de l'aménagement du champ. Et c'est la raison pour laquelle ces capteurs sont disponibles et nous travaillons avec ce système de captage minime qui est déjà à l'intérieur du robot et qui est embarqué. Et voici le parti pris que nous avons décidé. Très bien, merci beaucoup Jorande, merci pour votre présentation. And I have one question for you. J'ai une question pour le public d'ailleurs, savoir si Maciej Szczęsny est bien dans le public. Oui, c'est le cas. Alors on vous donne la parole. Le troisième conférencier de ce matin qui va nous parler de l'agriculture avancée en utilisant des systèmes de cartographie. Et je suppose que la présentation est déjà avec la technique. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Alors tout d'abord, je remercie la FIRA. C'est un plaisir que de participer à cet événement. Je m'appelle Maciej Szczęsny. Je représente TEF AgriFood. Et je voudrais vous faire une petite présentation sur le travail que nous menons avec un collègue qui s'appelle Iman Esfandiar. Il se trouve ici dans le public. Il sera à votre disposition aussi pour répondre à des questions. Nous avons un troisième collègue, Christophe Trusiak. Donc tous les trois, nous essayons d'élaborer une nouvelle approche de détection des adventices, de désherbage, reposant donc sur des techniques de cartographie. Vous avez ici le programme, ou en tout cas le plan de notre présentation. Je vais d'abord délimiter le problème, ensuite vous présenter les dernières avancées technologiques, vous présenter la solution que nous proposions et les résultats de notre expérience. Et puis, pour conclure rapidement, quelques mots sur nos prochains travaux. Quelles sont les expériences que nous voulons mener à court terme? Le problème, si on doit le définir en termes assez généraux, nous avons travaillé avec des exploitants du secteur agricole et il est très important pour eux, bien sûr, qu'il y ait une bonne distinction faite entre les cultures et les mauvaises herbes. Donc il existe des dispositifs de désherbage qui sont manuels, il y a aussi des options robotisées et ces options robotisées évidemment présentent un certain nombre d'avantages. Le problème évidemment, c'est qu'il faut bien détecter les mauvaises herbes et parfois ces désherbeurs mécaniques peuvent endommager les plants. Et notre idée est justement de voir comment faire disparaître ce problème, avoir des robots, avoir des solutions qui soient beaucoup plus précis, meilleure détection des mauvaises herbes. Nous avons recueilli un certain nombre de jeux de données. À gauche, vous avez un exemple. Et certains d'entre vous allaient me dire, oui, ben d'accord, mais ce que vous nous montrez ici, c'est un exemple quand même très simple. Il y a d'autres conditions d'exploitation, il y a d'autres conditions de sol qui rendent la détection et la discrimination beaucoup plus difficiles. Alors, il s'agit d'un projet qui a été financé par la Commission européenne. C'est un sous-projet, d'ailleurs, d'un projet de la Commission européenne. Et avec des collègues allemands qui travaillent avec aussi un groupe universitaire, nous avons décidé de prendre des photos de différents sols avec différentes conditions météorologiques. Et ces différentes images ont été alimentées dans notre projet. L'idée est d'avoir des résultats pour avoir une meilleure confiance et aussi reflétant mieux la pratique des exploitants. À droite, vous voyez un dispositif de désherbage, on va dire, conventionnel. Et on voudrait ajouter à ces dispositifs peut-être des ajouts pour améliorer la précision. Il existe un certain nombre d'articles qui ont été publiés sur la distinction entre plants et mauvaises herbes, mais la plupart de ces articles ont pour limite de ne pas d'être un peu trop généraux.
Évidemment, je ne peux pas parler pour tous les articles parce que je ne les ai pas tous lus. Je peux, par exemple, m'appuyer sur les 6 qui sont référencés ici à l'écran. Mais la plupart du temps, donc, les articles portent sur des types de sols particuliers, des types de plans particuliers. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un modèle un peu plus généralisé qui servirait de cadre et permettrait ensuite d'élaborer un meilleur système de discrimination entre plans et adventices. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais il existe quantité d'algorithmes qui permettent de discriminer des objets des plans. C'est exact, mais au final, l'application de ces algorithmes n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Moyennant quoi, nous avons essayé d'élaborer une solution. Tout d'abord, je vais vous redonner un certain nombre de données de base sur les robots. Ce qui est important d'abord est de savoir quelles sont les caméras qui sont embarquées. C'est vrai qu'avec notre solution, nous allons avoir une architecture un peu similaire à celle que vous voyez ici. Il s'agit d'un robot qui est utilisé par notre réseau, une entreprise polonaise qui s'appelle Unia. Ce robot est capable non seulement d'observer le champ, mais nous pouvons observer le robot. Donc, il y a une double observation. Le conférencier précédent a parlé de quelque chose de très intéressant et je vois d'ailleurs des opportunités de coopération avec ses travaux. Mais ce qui est très important ici, c'est que donc on peut observer le robot à l'œuvre dans le champ parce qu'il embarque des caméras haute résolution et donc le robot voit le champ, mais nous voyons le robot en action. Il y a un instant, je vous ai dit qu'il existait quantité de modèles de détection. Et c'est vrai. Le plus précis s'appelle le modèle YOLO, version 8. Alors, si on exécute ce modèle, il va détecter un certain nombre de plantes, un certain nombre d'adventices. Mais est-ce que ça va marcher à 100%? Non. Donc, on est malgré tout parti de ce modèle général et on a décliné quelques expériences. D'abord, on a essayé d'entraîner le logiciel en partant de rien, mais les résultats étaient très imprécis. Donc, on a commencé à initialiser le modèle en l'alimentant avec un jeu de photos. Alors, évidemment, avec les photos, on n'a quand même pas une couverture inclusive de toutes les mauvaises herbes et de tous les plants. Donc, les résultats étaient là encore relativement imprécis. Donc, on a décidé de segmenter les données avec des bases de données par plan et par adventice. On a fait aussi une expérience où on a utilisé un seul type de fleurs et on a ensuite généralisé en utilisant davantage de types de fleurs. L'idée, encore une fois, est de commencer par une base de données relativement simple et ensuite de complexifier en ajoutant des données sur les différentes cultures et sur les différentes adventices. Donc, on enseigne au modèle à discriminer entre le plan et l'adventice et ensuite on essaie de chiffrer le taux la confiance que l'on peut avoir dans cette discrimination. Et à terme, on veut être certain que l'algorithme fonctionne de manière parfaitement sûre. On en a déjà parlé précédemment, mais en général, ces solutions de détection sont aussi couplées à une solution de cartographie. Vous avez ici une cartographie du chemin parcouru par le robot et de son itinéraire. Et dans notre solution, on essaie d'avoir une cartographie avec une coloration différente en fonction de la densité d'adventices par zone parcourue. Donc, c'est quelque chose aussi que l'on a inclus dans notre projet. Donc, une cartographie avec un code couleur. Voici certains des résultats de notre expérience. Vous voyez ici qu'il y a une confiance assez importante, reconnaissance, discrimination entre les plans, le sol et les adventices. Et même chose ici en ce qui concerne la précision après un traitement. Vous voyez que les taux sont assez élevés. Et on voit qu'en fin d'expérience, notre algorithme atteint un taux de reproductibilité et de précision de 99%.
Là, vous avez ici des données qui ont été utilisées pendant la partie d'entraînement de l'algorithme et puis dans la partie exécution, donc respectivement en haut et en bas. On voit que pendant la partie entraînement, la précision augmente, ce sont les graphiques à droite, et la partie à gauche, c'est le taux d'erreur qui, à terme, se rapproche de plus en plus de zéro. Donc, ce sont des résultats que l'on obtient typiquement avec ce genre d'itération. Les conclusions de nos expériences. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on a une précision colligée de 93%, avec une reproductibilité d'à peu près 93, presque 94%. Demain, on voudrait avoir une précision encore supérieure, que ce soit dans les champs de maïs, mais aussi avec d'autres cultures. Donc pour nous, il est très important d'améliorer encore cet algorithme, et on veut avoir un algorithme qui va encore s'améliorer, peut-être avec une approche d'apprentissage machine. Ceci ensuite, afin de pouvoir intégrer ce genre d'algorithme directement dans le dispositif de désherbage. On voudrait aussi ajouter une autre fonctionnalité. On y travaille avec nos collègues de l'Institut en Allemagne. On voudrait aussi être capable de détecter le centre de l'adventice de manière à ensuite pouvoir diriger correctement l'instrument qui va venir éliminer l'adventice. Dernier point, je souhaite exprimer ma gratitude à mes co-auteurs, Iman et Christophe, et je voulais aussi mentionner que notre travail a été financé par la Commission européenne, et je vous invite à aller voir notre page, notre site internet agrifoodtef.eu, où vous verrez aussi potentiellement les opportunités de collaboration. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Il s'agit d'un projet qui est international et pas uniquement polonais. Sur ce, je vous remercie infiniment de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Pendant que le public réfléchit à ces questions, j'en ai une. Je suis assez curieux sur le processus d'apprentissage. Est-ce que vous avez utilisé différentes conditions d'apprentissage pour votre base de données, différentes conditions de test? Réponse oui. En effet, bon, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais les conditions de test ont été générées de manière aléatoire. On a demandé à une intelligence artificielle de générer les conditions de test, mais aussi ce qu'on prévoit, c'est d'étoffer notre base de données en ajoutant différentes conditions environnementales et d'autres conditions du sol. Donc, ce sont d'autres expériences. Demain, on veut aussi travailler avec des échantillons de vie réelle et pas uniquement des échantillons réalisés par intelligence artificielle. Y a-t-il d'autres questions? On a le temps de prendre une question des participants. Alors, si tel n'est pas le cas, je suis là aussi pendant les 3 jours de la conférence, donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition. On va remercier encore une dernière fois Maciej Cichnowski. Et maintenant, nous allons demander au 4e intervenant de monter sur scène. Il s'agit de Florian, qui va nous parler d'une comparaison entre des algorithmes de détection des rangées reposant sur un point cloud et différents systèmes de simulation. Bonjour à tous, Florian Gorier, pardon. Je suis ingénieur à l'INRAE, l'Institut de recherche français en agriculture, environnement et alimentation. Je vais vous parler donc des algorithmes de détection des rangées. Plus spécifiquement, je vais vous parler d'une étude comparative avec un algorithme Point Cloud. On a utilisé des lidars pour générer les données. Donc ici, on ne parle pas d'un Point Cloud qui vient d'une caméra, mais d'un lidar. Pour évaluer ce genre d'application, nous avons d'abord eu une application de cartographie en 3D, navigation et vaporisation. Dans le cas précis de ces genres d'applications, il faut identifier la rangée, délimiter la rangée.
Et nous avons fait donc une étude comparative pour voir la précision comparée des deux méthodes. Alors, comment on fait pour identifier des rangées? Nous avons comparé 3 algorithmes principaux. Le premier, c'est un algorithme d'appariement des formes. On utilise un score de corrélation et le résultat se traduit par des points qui vont ensuite correspondre à la rangée à détecter, donc en fonction de l'appariement des points. L'autre, c'est un algorithme à histogramme. Donc, on crée une carte locale en 3D. Après, on fait un histogramme qui est corrélé avec l'axe des abscisses, et puis ensuite, on lisse cet algorithme et on génère ensuite, encore une fois, des points. Donc, on a des informations uniquement latérales et on utilise le centre de la carte en 3D pour évaluer et déduire l'axe longitudinal. Ensuite, on utilise un système itératif. Donc, c'est la même chose qu'une carte en 3D. Et ensuite, on a des modèles autocontraints. On identifie des lignes dans le nuage de points. Et ensuite, on va utiliser les données aberrantes. Après avoir éliminé ces données aberrantes, on utilise 6 paramètres dans notre modèle, 3 paramètres de position, 3 paramètres d'orientation. Ensuite, on élimine les points à parier et on fait une itération de manière à avoir ensuite un ensemble de lignes. On utilise les informations de positionnement en tant que données de sortie. Donc, 3 algorithmes différents que je viens de vous présenter. Ensuite, comment les comparer? On a utilisé Cropcraft. C'est quelque chose qui sera présenté cet après-midi par Cyril, ici en plénière. Il s'agit d'un générateur. Un générateur qui va pouvoir simuler différents types de cultures. Des haricots, dont on sait que ce sont des plants petits au début de leur croissance. Ensuite, du maïs, qui est notre culture de taille moyenne. On parle d'à peu près 40 cm. Et ensuite, une autre type de culture, là en l'occurrence de la vigne. Et comme je vous le disais, ce simulateur sera présenté ici cet après-midi. Ensuite, on peut moduler un certain nombre de paramètres, notamment la distance entre rangées. Ces paramètres ont été évalués. Ici, dans l'exemple à l'écran, on a choisi une distance entre rangées d'1,80 m et puis dans un autre exemple, uniquement à 90 cm. On peut aussi définir la distance entre plans afin de voir si cela a un impact sur la détection de la rangée. Ensuite, on peut avoir aussi des paramètres en relation avec le sol, suivant qu'il est plan ou non. Et puis ensuite, vous voyez, on fait l'acquisition des données. Vous avez ici le robot qui est donc en fonctionnement dans le champ. Et au fur et à mesure, les données sont recueillies. Elles sont ensuite colligées et elles vont nous servir de données d'entrée pour notre étude comparative. On associe chaque point détecté à une rangée en rouge. Et vous voyez en noir le trajet parcouru par le robot. Sur la base de cela, on calcule la distance entre un point et la rangée correspondante. Et nous avons les résultats, évidemment, une fois que le modèle a été exécuté. Vous avez ici les résultats comparés des 3 algorithmes sur le haricot. Sur l'axe des abscisses, vous avez la distance entre plans. Sur les ordonnées, la distance entre rangées, 0,5 cm. Pardon. 2,5 cm se reprend le conférencier. Donc, 2,5 cm de marge d'erreur. On sait que le haricot fait à peu près 10 cm.
On voit qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs ici sur ce trajet dans le champ de haricots, mais il ne faut pas oublier que ici le sol était relativement plan. Il faudra, on en reparlera tout à l'heure lorsque ce ne sera pas le cas. Ensuite, pour ce qui est du vignoble, on voit ici que l'algorithme avec appariement des formes est celui qui a le meilleur résultat. Cela peut s'expliquer probablement parce que il y a des rangées. Les rangées sont prises dans leur totalité. On a une meilleure précision parce qu'on détecte plusieurs rangées à la fois. Mais malgré tout, cela ne reflète pas la réalité. On veut avoir une détection par rangée et non pas plusieurs rangées à la fois. Et enfin, pour le maïs, là encore, l'algorithme par appariement de forme a le même défaut que ce que je viens d'expliquer pour la vigne. On est à 2,20 mètres de distance entre rangées. Et là, on a une meilleure précision parce qu'il y a une fusion de l'ensemble des rangées. Et puis, plus la distance entre rangées augmente à ce moment-là, la précision diminue. Donc, plus les rangées sont larges, moins la précision est bonne. Si vous voulez que je vous fournisse davantage de résultats, eh bien, vous pouvez venir à la séance lorsque nous présenterons nos posters et vous aurez plus de résultats sur cette étude. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Florian. Nous avons le temps de répondre à peut-être 2 ou 3 questions des participants. Je vous en prie. Je fais un peu de sport au passage. Bonjour. Quelle est la hauteur de plan minimale pour que votre algorithme de détection des rangées fonctionne? Parce que je sais qu'il y a des limites. Si le plan est vraiment trop petit, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Réponse. Pour quel algorithme? L'algorithme de détection des rangées. Alors, celui-ci en particulier, pour celui en histogramme, je ne crois pas. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de hauteur minimale du plan parce qu'on cumule les données sur une longueur de rangée de 3, 4 ou 5 mètres. Et donc, il n'y a donc on peut ainsi en déduire quelque chose qui est reproductible pour la rangée. D'ailleurs, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé. Nous utilisons souvent un outil d'élimination du sol. Et donc, justement, en fonction de l'algorithme que l'on utilise, il va y avoir un impact sur la précision du résultat. Ici, dans ce cas, même si ce n'est pas un reflet de la pratique, on éliminait les contraintes liées au sol. Et donc, il faudra continuer à faire des expériences pour pouvoir tenir compte également de la topographie. Merci pour votre présentation. Il semblerait que toutes les données envisagent une exploitation où les plans sont assez homogènes. Est-ce que vous avez envisagé d'avoir une détection des rangées lorsque les plans sont moins homogènes? Réponse oui. On ajoutera dans notre algorithme des paramètres d'incertitude et on espère publier un article sur ce paramètre-là. On veut aussi tenir compte de la saisonnalité pour voir justement quelles sont... parce que vous voyez, on a présenté notamment le vignoble en été, mais pas forcément à un autre moment de l'année. Donc, on veut pouvoir tenir compte en effet de la densité de végétation sur la précision de détection de la rangée par l'algorithme. Y a-t-il une dernière question pour Florian? Eh bien, ce n'est pas le cas. Et donc, nous allons remercier Florent Gaurier une nouvelle fois. Et avant de quitter l'amphithéâtre pour aller déjeuner, nous avons une invitation de la part de Mohamed Naïm qui va
vous présenter un événement en marge du FIRA. It will take only 5 minutes. So, good morning, everyone. Bonjour à tous. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je sais que tout le monde a hâte d'aller voir les expos et d'aller déjeuner. Je suis étudiant en doctorat et je suis accompagné ici par Marco Blicci, mon directeur de thèse. Nous sommes là et nous aimerions votre concours à une enquête. La robotisation, comme vous le savez, peut améliorer les conditions de l'exploitant. Mais tout ce dont nous parlons aujourd'hui, la recherche reste finalement essentiellement de l'encre sur du papier si l'on n'a pas le point de vue des exploitants. Donc dans le cadre de mon doctorat, on a décidé d'étudier la perception, l'adoption, l'acceptabilité des robots par les agriculteurs. Et je trouve que c'est un sujet qui est bien intéressant parce que ça nous permettra ainsi de faciliter l'adoption des robots. Et donc, on aimerait donc mener une enquête pour ensuite avoir un modèle d'acceptation et d'acceptabilité. Alors, vous savez qu'il en existe déjà des modèles et on veut fusionner ce modèle avec des données démographiques pour avoir un aperçu général de l'acceptation, de l'acceptabilité, savoir vraiment le point de vue des exploitants, s'ils voient vraiment les robots comme une avancée et s'ils sont vraiment inspirés, s'ils souhaitent vraiment utiliser des robots dans leur exploitation, dans leur secteur. Donc, on veut vraiment avoir ce retour du terrain. Donc, d'ici à demain, on va afficher une publication et je serai à votre disposition pour recueillir vos témoignages. Donc, si vous connaissez des exploitants, si vous-même êtes exploitant, on est vraiment là pour recueillir votre point de vue. Je ne parle pas vraiment beaucoup français, on parle surtout anglais. Et donc, voilà, en français dans le texte. Voilà, donc un français peut-être qui ne sera pas suffisant pour recueillir vos points de vue respectifs. Enfin, en tout cas, il a essayé, on le remercie. Merci beaucoup pour votre temps. Merci de m'avoir écouté. Merci aussi. Donc, demain, notre affiche sera en place. Vous avez un QR code que vous pouvez flasher. Vous aurez à ce moment-là accès à une page qui est à la fois en français et une autre en anglais. Je serai disponible globalement dans les locaux au cours des 3 prochains jours. Et je vous remercie par avance de votre concours à mon doctorat. Merci beaucoup. Ce qui met un terme à la deuxième séance. Maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Il y a un food truck à proximité des zones de démo. Nous nous retrouvons ici dans l'amphi à 14 h pour la reprise des conférences. Donc 2 heures de déjeuner et donc l'atelier scientifique reprendra à 14 h. Merci à tous, merci à tous les conférenciers. On vous souhaite un bon appétit.